Work in process, c'est une façon de se réinventer, de réinventer le monde du travail, de se dire qu'on peut bosser moins et mieux, qu'il n'y a pas de règles en la matière, qu'on peut développer son business en prenant soin de soi et que souvent, si on veut faire grandir l'un, il faut travailler sur l'autre. Ici, je vous partage des étapes, des méthodes, des outils, des réflexions, en bref, des process pour créer la croissance que vous voulez en respectant qui vous êtes. Salut au fait, moi c'est Marino Barré. J'adore parler de santé mentale, psychologie, neurosciences, organisation pour les entrepreneurs. J'aime parler de croissance saine, de transformation des entreprises pour un monde pro meilleur, plus joyeux et plus chaleureux. En bref, parler d'entrepreneuriat respectueux de qui vous êtes. Ça vous parle ? Alors abonnez-vous à Work in Process et surtout écoutez bien l'épisode jusqu'au bout. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité sur Work in Process. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une copine entrepreneur qui partage ma vision du travail. Encore une, je sais, mais celle-là, vous allez voir, elle est vraiment spécialisée dans un sujet précis, le slowpreneuriat. C'est Laure Daudier. Salut Laure, comment vas-tu ? Salut Marine, écoute, merci beaucoup de m'accueillir sur Work in Process, je suis ravie. Et ça va très bien. Écoute, j'ai hâte d'enregistrer cet épisode avec toi. Bah écoute, super. Moi, ça va aussi. J'espère que vous qui écoutez l'épisode, vous allez bien aussi. En tout cas, à la fin de l'épisode, normalement, vous devriez aller mieux vu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Pour te présenter rapidement, Laure, parce qu'il y a peut-être des personnes dans les auditeurs, les auditrices de Work in Process qui ne te connaissent pas, toi, tu es fondatrice de Ma Slow Boîte. En C'est 3 ça. mots. Oui, Depuis 2021, tu proposes des programmes, des outils aux indépendants qui ont envie de bosser moins, mais mieux, pour former des futurs accompagnants finalement au slowpreneuriat. Vous inquiétez pas, on va voir ce que c'est dans l'épisode et prendre la parole justement sur tous ces sujets de futur du travail. Et tu as une devise d'ailleurs, tu veux nous la partager? ouais, c'est Work Smart, Play Cool, en opposition au fameux Work Hard, Play Hard qu'on entend partout dans l'entrepreneuriat, comme si il fallait absolument que ça soit toujours dans l'intensité. J'adore. Et donc, avec Laure, vous l'aurez compris, on partage une vision qui est essentielle, que effectivement, on peut avoir un business, on peut même le développer en bossant moins, plus intelligemment, mais pas forcément plus dur. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, toutes les deux, on va parler de comment on peut s'autoriser à réussir sans bosser plus dur. Je pense que ce sujet va vous intéresser. En tout cas, moi, il me captive et je sais que Laure aussi. Alors, première question pour toi, Laure, est-ce que tu peux nous définir de façon simple ce que c'est le slowpreneuriat et quelle place il peut avoir dans le paysage business qu'on connaît? Oui, tout à fait. Le slowpreneuriat, il faut l'imaginer sur dans le même écosystème que l'entreprise traditionnelle et que la start-up, qui sont les deux grands modèles aujourd'hui auxquels chacun va se référencer. Et le slowpreneuriat, il va venir compléter ce spectre-là qui aujourd'hui tire quand même beaucoup vers le côté start-up, même si tout le monde n'a pas ces business models-là, mais je parle vraiment de tout ce qui est et aux croyances autour de l'entrepreneuriat, des conseils, etc. On a tendance à aller vers le toujours plus. Et donc, le slowpreneuriat, c'est un type d'entreprise qui est à l'extrême opposé, dans le sens où on ne va pas mettre ni l'entreprise en tant que telle, ni les clients absolument en priorité, mais bien l'humain qui fonde l'entreprise et son équipe. Les clients aussi, bien entendu, mais au même niveau. Ce n'est pas une question de le client d'abord, le client est droit, ou l'entreprise, c'est mon bébé et je sacrifie tout pour elle. C'est plutôt l'idée de chercher à avoir un business le plus serein, durable et rentable possible, en commençant par soi et en se demandant comment est-ce que ce business peut s'adapter à sa réalité de vie. En fait, avec le slowpreneuriat, c'est un mouvement qui finalement nous amène petit à petit à sortir des croyances ou en tout cas de cette culture de la productivité à tout prix, Mhm. de si tu bosses plus dur, tu auras plus de mérite, donc sacrifie-toi et comme ça tu seras bien vu par les autres, ce qui a tendance à nous pousser à l'épuisement. Est-ce que toi, avec ton expérience, tu as pu repérer justement d'autres types de croyances
euh, qui font face en fait au slowprenariat. Oui, c'est toutes les croyances qui vont pousser les gens à toujours travailler plus pour avoir plus de résultats, plus d'impact, ou même tout simplement faire tourner leur business. Euh, Ça tourne globalement autour de cette idée que la clé de la réussite, c'est de travailler dur, de travailler beaucoup et d'avoir finalement une certaine dose de souffrance. Et même si aujourd'hui, on commence, parce qu'on parle de plus en plus de santé mentale, on voit qu'il y a de plus en plus de burn-out et le sujet de la santé mentale de l'indépendant et de l'entrepreneur commence à faire son chemin. Mais c'est encore vu, le ralentissement, comme une récompense après avoir atteint un certain palier. Donc ça, tu vois, c'est typiquement la croyance sur laquelle je suis en train de travailler, parce que pour moi, il y a un vrai nœud à ce moment-là, c'est cette idée il n'y a pas de bon moment pour commencer à ralentir. On peut très bien démarrer directement tout son projet entrepreneurial en mode slow. On peut le démarrer même si on n'a pas encore suffisamment de revenus, de chiffre d'affaires, de clients. Peu importe en fait. Ce n'est pas une récompense, c'est un choix, c'est une stratégie qu'on fait et c'est une condition qu'on met pour développer son business. Donc, il y a plein de croyances autour de ça, autour de la méritocratie aussi, autour de ce mythe de l'entrepreneur qui a réussi parce qu'il a travaillé beaucoup et dur. Et c'est ça que j'essaye de défaire. En t'écoutant, j'ai pensé à un slogan que j'entendais quand j'étais petite, pour te dire que ça date un petit peu, c'est après l'effort, le Mhm. Le réconfort. réconfort, complètement. Ouais, mais Et, c'est ça. et en fait, le slowprenariat, pour vous remasteriser un petit peu ce slogan, c'est il n'y a pas besoin d'attendre l'effort pour avoir le confort. Exactement. Le confort n'est pas une récompense. Ouais, mais tu as tout à fait raison. Je pense que ça fait partie des petites phrases qu'on se raconte pour aussi donner du sens à la difficulté qu'on rencontre. Alors, dans le soloprenariat, ça ne veut pas dire que tout est lisse, qu'il n'y a pas de haut débat, hein. Mais comme partant tout dans la vie, parce qu'on ne maîtrise finalement pas grand-chose. C'est juste l'idée de se dire, bah, puisqu'il va forcément y avoir des moments où ça va être plus compliqué, où je vais en plus me creuser la cervelle, où tout ne va pas fonctionner comme je souhaite, plus je serai en bonne santé physique et mentale, plus j'aurai de clarté d'esprit et plus il me sera facile de passer au travers de ces tsunamis ou de ces difficultés même moins grandes hein, quand elles arrivent. Là où, dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, pour la majorité des cas, on a une tendance un peu fataliste à se dire bah, de toute façon, ça va être dur et puis il va falloir s'accrocher et puis c'est les plus forts seulement qui, tu vois, qui s'en sortiront. Et moi, je trouve que tout ce fatalisme, il est hyper néfaste. Et je pense qu'il est temps de s'attaquer sérieusement aux solutions, en fait, pour éviter ça. On est bien d'accord. Et tout à l'heure, tu parlais d'état d'esprit. Je sais que parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui, encore aujourd'hui, culpabilisent dans le fait de ralentir, de se Mm. reposer, d'avoir des moments vides dans leur planning. Et ma question pour toi, alors, c'est comment c'est possible, concrètement, de réussir en entrepreneuriat avec du confort, en s'autorisant à ralentir, plutôt que en devenant une sorte d'esclave de son business, en fait. Mm. Tu pointes la culpabilité et pour moi, c'est l'une des clés, c'est-à-dire que ce qui nous empêche souvent de le faire, même une fois qu'on a compris que c'était possible, c'est-à-dire qu'il y a deux phases pour moi. Il y a la première phase, c'est comprendre qu'il est possible d'entreprendre autrement et d'avoir des résultats quand même, etc. Et les gens, une fois qu'ils ont déconstruit ces idées-là, souvent, ils arrivent à cette phase de culpabilité. C'est-à-dire qu'ils se disent, OK, c'est possible, mais qui je suis si jamais je suis quelqu'un qui ne souffre pas dans le processus, alors qu'il y en a tant d'autres qui en bavent. Et donc là, la culpabilité, elle fait son apparition. Et pour moi, le moyen de la lever pour pouvoir s'autoriser à réussir sans travailler dur, c'est aussi de comprendre pourquoi cette culpabilité, elle se déclenche. C'est quoi cette émotion-là qui est quand même très désagréable à ressentir au point que ça nous freine. C'est-à-dire qu'elle est là pour ça à la base, hein. La culpabilité, c'est une émotion qui est là pour nous dire tu es en train de faire une connerie ou tu as fait une connerie, donc recommence pas. Donc c'est vraiment son rôle. Et elle se déclenche soit quand on a vraiment fait une bêtise, mais elle va se déclencher aussi de manière assez générale quand on va faire des choix dans nos vies qui vont à l'encontre des croyances les plus communément admises.
Tu vois, c'est un peu le cerveau pour filtrer un petit peu quand est-ce qu'il doit déclencher la culpabilité. C'est ce qu'il regarde, c'est où le bien et le mal. Et l'un de ses moyens de voir quel est le bien et le mal, c'est un peu de se dire, bah, c'est quoi les normes dans lesquelles j'évolue? C'est quoi les croyances, par exemple? Une des croyances communément partagées, c'est que voler les biens d'autrui, c'est mal, que blesser quelqu'un, c'est mal. Tu vois, il y a tout ça, mais il y a aussi toutes les autres croyances, y compris celles autour du travail. Donc, à partir du moment où il y a ces croyances très ancrées dans la société qu'il faut travailler dur pour réussir, qu'il faut mériter sa réussite, et on le voit, hein, toutes les personnes qui ont du succès, qui vivent très confortablement et qui peut-être ont eu les choses facilitées par un héritage ou par des choses comme ça, on a tendance à les dévaloriser, à dire, mais il n'a pas mérité, tu vois. Donc, comme ça, ce sont des croyances qui sont communément admises. Quand on arrive à se dire, bon, bah, moi, j'aimerais bien développer mon business, mais j'ai pas envie de s'offrir là comme les autres, j'ai pas envie de me cramer, j'ai envie d'être dans le confort, ça vient vraiment à l'encontre des croyances les plus communément partagées. Donc, c'est normal que la culpabilité, elle se déclenche. Alors, pas chez tout le monde, hein. Il y a des gens qui, en fait, sont déjà au-dessus de ça et qui se disent, non, non, c'est bon, c'est ma vie et très bien. Et tant mieux pour eux, ils ont raison. Mais chez énormément de monde, ça va déclencher cette culpabilité, cette impression de transgresser quelque chose finalement. Hmm. Donc déjà de comprendre ça, de se dire, bah, le cerveau, il ne fait pas le tri entre les vraies croyances où on fait effectivement du mal à autrui et puis des croyances qui sont juste des normes, des habitudes, une vision du travail qui a évolué à travers le temps. Voilà, ce filtre-là, si tu veux, il ne fait pas tout de suite la différence. Donc c'est en conscientisant la chose, en se disant, bah ouais, en fait, en vrai, si je ne souffre pas pour réussir, je fais de mal à personne. Et petit à petit, d'aller plutôt ancrer des croyances plus vertueuses. Par exemple, le fait que en développant son business, en prenant soin de soi, on va prendre des meilleures décisions et on va être de meilleurs professionnels qui allons faire du travail de meilleure qualité pour les autres. Si on veut être plus disponible dans les bons moments pour les autres, c'est peut-être en n'étant pas disponible tout le temps, etc. Donc, tu vois, c'est vraiment une question de transformer son filtre, en fait. Passer de jusque-là, je suis un petit peu les croyances par défaut parce que c'est celles qu'on m'a toujours apprises, c'est celles qui sont les plus largement partagées, bah, petit à petit, j'entraîne mon cerveau à dire: «Bah, non, moi je ne crois pas en ça. Moi, je crois qu'il est possible de faire les choses bien, y compris pour les autres, en faisant les choses mieux pour soi et en se fatiguant pas». Et c'est comme ça que la culpabilité, elle passe petit à petit et qu'on arrive à se l'autoriser. On n'est pas obligé d'attendre de se l'autoriser pleinement pour commencer à passer à l'action. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on peut commencer à faire justement pour se prouver que ça va, la Terre ne s'arrête pas de tourner. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on lève ça, il n'y a plus tellement de freins. Hmm. J'ai l'impression aussi que quand on s'autorise à prendre soin de soi, à développer son business de façon plus saine, c'est aussi montrer l'exemple à d'autres personnes qui Oui. ne sont pas dans l'environnement dans lequel nous on baigne et de leur dire, ben, en fait, moi j'y arrive avec toutes les difficultés que j'ai connues, avec tout le parcours que j'ai connu. Du coup, c'est possible aussi pour toi avec tes difficultés, avec ton parcours et ce que tu as vécu jusqu'à présent, c'est pas immuable en fait. Mhm. Dans l'entrepreneuriat, on dit souvent que tout est temporaire, mais c'est très vrai. Et si aujourd'hui, le rythme d'entrepreneuriat, de travail que vous avez ne vous convient pas, vous avez toutes les clés en vous et tout le pouvoir en vous pour pouvoir le changer. Mhm. Tout à fait. Oui, c'est ça. Je crois que on a tellement de modèles qui ne vont pas dans ce sens-là et aussi des modèles qui, enfin, tu vois, quelque chose que je remarque récemment, c'est que la plupart des entrepreneurs, qui parlent de cette nécessité de ralentir, qui vont partager leur vécu et leur expérience, ce qui est très bien et moi je trouve ça super qu'il y ait des gens qui ouvrent la parole là-dessus. Malgré tout, ils ont souvent ralenti après être allés trop loin. Mm. Heu, alors ce que je ne juge pas parce que moi-même j'ai adopté ce mode de travail parce que j'ai fait un burn-out quand j'étais salariée. Donc dans l'entrepreneuriat, j'ai refusé que de retomber dans les mêmes travers, mais ça me semble tellement logique dans le monde d'aujourd'hui qu'il y en ait qui aient besoin de ça pour que ça percute. Le souci, c'est que les gens qui sont en train de développer leur business, ce qu'ils entendent, c'est des gens qui leur disent: «Bon, mais voilà, moi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait un burn-out où ça a été très difficile, j'ai frôlé le burn-out, enfin vraiment c'était très dur.
Donc maintenant, j'ai compris qu'il fallait ralentir et donc voilà ce que j'ai mis en place pour lever le pied et pour prendre plus soin de moi. Et ceux qu'on voit le plus sont aussi ceux qui ont souvent le plus d'impact et le plus de succès. Et donc les gens, ce qu'ils voient, c'est: «Ah ouais, ah ça doit être génial d'être comme elle ou comme lui», c'est-à-dire d'avoir atteint un niveau de business avec des revenus réguliers, pour pouvoir se permettre de ralentir, de lever le pied, de déléguer et cetera. Et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, on a besoin d'autres modèles et des modèles qui justement ont peut-être dès le départ fait ce choix ou alors qui n'ont pas attendu d'avoir un certain succès, heu, pour, s'y mettre et moi ça j'en ai plein, et ma clientèle, c'est essentiellement ça, mais c'est pas ce qu'on voit le plus. Ouais. Et ce que je trouve intéressant aussi, effectivement, on parle de modèle et je vais rebondir après sur une question, je pense qui va être hyper intéressante. Ce qui est intéressant dans ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'effectivement, chacun, entre guillemets, ne peut être inspiré que par ce qu'il voit devant lui. Donc, pour pouvoir commencer à changer votre façon de travailler, votre mode de pensée autour du travail, peut-être que une des premières choses à faire, c'est d'aller creuser sur votre environnement. Qu'est-ce qui gravite autour de vous? Quelles sont... Alors, on parlait des croyances tout à l'heure, mais c'est peut-être effectivement les personnes que vous suivez. Est-ce que Ouais. c'est des personnes qui font la promotion, entre guillemets, de la méritocratie par le sacrifice, par le fait que ben voilà, je bosse, j'ai pas de vacances, je bosse tous les week-ends, je me repose pas, mais par contre, regarde, je fais 1 million d'euros de chiffre Mmh. d'affaires. Et en fait, je pense que le curseur est à replacer sur qu'est-ce qui va être important pour nous. Ce Ouais. qui fait une belle transition avec ma question pour toi, alors, c'est en termes de modèle de réussite. On a de tout, mais le problème, comme tu le dis, c'est que tout le monde n'est pas visible. Oui. Et que ceux qui font le plus de bruit sont pas toujours les mieux lotis. Bon, on pourra en parler dans un autre épisode à la limite. Et du coup, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut justement identifier le vrai du faux en termes de modèle de réussite? Parce que si on se réfère à ces personnes-là qui se sont sacrifiées pour se reposer, Mmh mh. bah, on va finir dans le mur aussi. Ouais, bah, bien sûr, mais c'est ce qui se passe. Mm. Heu, c'est ce qui se passe, même si je pense que l'attention de ces personnes n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que je pense qu'elles sont plus en mode, bah, je vous partage mon expérience pour que vous viviez pas la même chose, Tout à fait. heu, mais en partageant leur parcours, elles viennent confirmer finalement, ce sont contre quoi elles essayent de lutter. Hem, oui, tu as complètement raison par rapport à l'entourage. C'est peut-être, tu vois, une question de ne pas suivre que des gros créateurs de contenu, que des personnes qui passent dans des gros médias et cetera. Ils ont des parcours inspirants, mais souvent ceux qu'on retrouve là-dessus sont ceux qui ont ces parcours où ils ont beaucoup travaillé et cetera et cetera. Hem, s'entourer d'indépendants, de gens au même niveau que soi, aller dans des coworking, échanger, sur les réseaux sociaux, remettre du social dans les réseaux sociaux et aller repérer des gens qui font pas forcément des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires ou des millions de chiffre d'affaires, mais qui ont l'air heureux. Mm. En fait, je crois que c'est ça, tu vois? Se dire, finalement, peu importe le chiffre qu'on fait, parce que ça, c'est très, en plus, c'est très subjectif, où est-ce qu'on veut montrer son projet, mais peut-être aller rechercher des gens qui ont l'air contents, heu, ouais, qui ont l'air d'être bien, qui ont l'air d'être sereins, qui ont pas l'air de trouver que l'entrepreneuriat, ça soit, heu, ces montagnes russes infernales, comme on le dit souvent. Essayer de repérer ces gens-là et quand on les repère, occulter tous les indicateurs habituels. Occulter, combien de personnes les suivent sur les réseaux sociaux, occulter leur chiffre d'affaires et cetera. Parce que ça, ce sont des indications, des indicateurs que plein de gens partagent, y compris des gens qui se crament. Donc, hem, si les gens n'ont pas dans leur, en tête tout de suite des personnes qui, à la fois, font des gros chiffres et en même temps se sont pas cramées dans le passage, parce qu'honnêtement, il y en a pas encore beaucoup qu'on voit sur le devant de la scène. Je crois qu'il faut aller regarder des personnes qui sont pas à ce point sur le devant de la scène et puis, heu, les réseaux sociaux sont un super moyen pour ça. Tu Tout à vois? fait. De chercher le plus l'indicateur, sérénité et Mm. bonheur au travail plutôt que ces gros chiffres-là et je pense que là, dans ces personnes-là, il y a plein de choses à aller piocher.
Super, donc vous avez noté pour modifier vos indicateurs à la fin de cet épisode, vous mettez la sérénité en premier. Bien évidemment, si vous voulez bosser moins et pas plus dur. Après, si vous voulez bosser plus dur, bon, bah, dans ce cas, choisissez Ah, mais d'autres chacun fait indicateurs. ses... Ah non, mais c'est ça, hein, c'est très individuel et tout le monde... Le but n'est pas que tout le monde devienne slowpreneur parce que je crois qu'il y aura toujours des gens qui, dans certaines phases de leur vie, ont besoin de chatouiller les limites. Clairement. Et quelles seraient, selon toi, les quelques clés qu'on pourrait utiliser justement pour commencer à faire moins, ou en tout cas plus intelligemment, mais pas forcément plus dur et, comme on le disait juste avant, sans culpabiliser? Alors, il y a plusieurs clés que j'ai à partager. Peut-être la première question à se poser, c'est de faire un point honnête avec soi-même sur tout ce qui, dans nos tâches quotidiennes, nous gonfle. Est-ce que ça nous gonfle parce que, en fait, on ne sait pas tellement le faire? Est-ce que ça nous gonfle parce que on sait le faire, mais ça ne nous éclate pas? C'est juste qu'on a appris à le faire, on est monté en compétence dessus, mais ça ne nous éclate pas. Est-ce que ça nous gonfle parce que dans la méthodologie, ça nous demande de nous adapter? Ça ne correspond pas vraiment à la méthode qu'on a, à la méthode idéale pour nous, pour le fonctionnement de notre cerveau, puisqu'on n'a pas tous les mêmes modes de fonctionnement. Et déjà, d'identifier un peu, de faire cette liste noire, ça permet de se dire, OK, si je veux avoir un business qui est plus serein, les premières choses sur lesquelles il faut que je travaille, c'est ça. Alors, ça peut être de déléguer certaines tâches si on a les moyens, mais tout le monde n'a pas forcément tout de suite le budget pour déléguer. Donc là, dans ce cas-là, c'est se dire, bah, par exemple, cette tâche-là qui me gonfle, en quoi elle sert mes objectifs, c'est-à-dire elle me sert à quoi concrètement dans mon business. Bon, déjà, si on n'arrive pas à trouver la réponse à cette question, peut-être qu'en fait, cette tâche n'a rien à faire dans le business et qu'on l'a fait parce qu'on nous a dit qu'il fallait que, mais voilà. Donc, première chose à vérifier. Et si jamais on se dit, OK, ça m'apporte quand même quelque chose, comment est-ce qu'elle pourrait être transformée? Donc, ça peut aller depuis la méthode pour la faire à changer complètement l'angle ou l'outil ou peu importe, mais qu'est-ce qu'on peut changer pour gagner en confort de travail et obtenir le même résultat? C'est peut-être une autre tâche qu'il faut finalement pour atteindre ce résultat-là, etc. Mais c'est vraiment se poser cette question-là parce que quand on parle de sérénité au travail, c'est en gros réduire le stress à la source. C'est plus facile pour l'évacuer. Et une source de stress dont on ne parle pas assez, c'est vraiment l'inconfort au travail. Tous ces moments où on doit s'adapter, tous ces moments où on fait des choses qui sont pas hyper réjouissantes, on peut être compétent dessus encore une fois, hein, mais on s'éclate pas et ça demande beaucoup d'énergie et on n'est pas dans le meilleur état d'esprit. Donc ça génère du stress. Donc vraiment Est-ce chercher à gagner un confort de travail. est-ce que tu as un exemple, justement, pour que ça parle aux auditeurs, aux auditrices, de type de tâche que ça peut être? Moi, je pense directement à la compta. Ouais, mais ça peut être tout. Hmm. Alors la compta, moi, tu vois, finalement, je regarde, en tout cas dans les gens que j'accompagne, c'est rarement le point noir parce que soit les gens sont en micro, donc c'est très rapide. Les gens qui ne sont pas en micro, souvent, ils ont des comptables. Donc, tu vois, je crois que c'est un des premiers trucs que les gens délèguent assez rapidement. Là où les gens en peinent plus, c'est sur tout le volet communication, marketing et commercial, souvent. Parce que c'est aussi des domaines qui sont à la fois indispensables pour les business et en même temps sur lesquels il y a énormément d'injonctions, énormément de tendances. On entend tout et son contraire, donc c'est très compliqué pour les gens de s'y retrouver, surtout ceux qui ne sont pas issus de ces milieux à la base. Mais même ceux qui sont issus de ces milieux, hein, finalement, ils sont sujets enfin, ouais, ils sont victimes de ces injonctions aussi. Typiquement, bah, par exemple, si Instagram, ça vous fait chier, n'allez pas sur Instagram. Tu vois, c'est des trucs aussi bêtes que ça, mais et là, on peut se dire: «Bah oui, mais moi, sur Instagram, c'est là qu'il y a ma cible». OK, très bien. C'est là que je connecte avec ma cible. Donc, c'est plus se dire: «Sur ce réseau, finalement, qu'est-ce que je viens chercher? Qu'est-ce que j'obtiens exactement comme résultat?» Bah, peut-être que ça me permet, de me rendre visible, de me faire découvrir par des nouvelles personnes dans ma cible. Ça me permet aussi de discuter avec ma cible directement et de passer mes infos. Quel autre moyen de communication me permettrait de remplir ça, mais sans que ça soit, sans que ça me gonfle parce que j'ai pas envie de m'adapter à tous ces algorithmes et cetera. Donc peut-être que je peux avoir un autre moyen de me faire découvrir, qui va être, je sais pas, du réseau, du référencement naturel, des prises de parole médias ou
il y a beaucoup de choses qui existent dans la com. Et puis, je vais rediriger les gens vers un podcast que j'anime ou vers une newsletter ou peu importe. Mais c'est vraiment se demander si, en fait, si j'avais la garantie que ce que je vais mettre en place fonctionne. Si je ferais quoi? Si je m'enlevais tous ces freins de oh là là, je ne sais pas si pour moi ça va marcher. On te donne une baguette magique. Tu as la garantie que quel que soit le moyen de communiquer et de te faire connaître et de vendre existe. Enfin, ça marche. Qu'est-ce que tu fais? Et souvent, c'est là que ça va mieux marcher. Donc, ouais, c'est la compta, oui, l'administratif, tout le monde trouve ça un peu chiant, mais moi, c'est pas mon constat que c'est ce qui est le plus gros point de douleur. Et les gens s'épuisent beaucoup dans ces volets, se faire connaître, passer leur message et vendre. Et faut aller, il existe plein de moyens, beaucoup plus que ce qu'on nous assène en longueur de journée. Il n'y a aucun indispensable dans ces domaines-là. Il n'y a aucun canal, aucune méthode qui est à faire absolument. Et surtout, nos cibles, nos audiences cibles ne sont jamais qu'à un seul endroit. Ça aussi, je crois qu'on l'oublie, parce que c'est souvent l'argument, tu vois. Bah oui, mais c'est là que se trouve ma cible. Non, mais ta cible, elle se trouve à plein d'endroits. Donc, c'est ça qu'il faut aller creuser. Moi, par exemple, tu vois, TikTok, c'est un truc, ça m'intéresse pas du tout. Parce que j'ai peur d'y passer des heures, parce que je n'aime moi, mon but, c'est de fédérer une communauté, par exemple. Et TikTok, oui, les gens s'abonnent, mais l'algorithme fait que ce n'est pas forcément les gens qui sont abonnés. C'est vraiment un réseau social de découvrabilité. J'y vais pas, en fait. Et pourtant, je suis sûre qu'il y aurait du potentiel pour mon business, mais ça me demanderait de m'adapter à un réseau qui ne correspond pas à ce que j'ai envie de faire, qui ne correspond pas à mes objectifs. Si c'est juste parce qu'aujourd'hui, c'est un indispensable, il faut être sur TikTok, c'est génial, il y a un gros potentiel, bah peut-être pour d'autres. Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je conserve cette énergie plutôt pour développer mes autres réseaux et ça fonctionne très bien. Donc, finalement, tout part de soi, de se connaître, effectivement, connaître son business, c'est mieux aussi. Faire cette liste noire. Et je renforce le point que Laure vous a cité juste avant, votre cible est à plusieurs endroits. Si, Ouais. par exemple, vous n'aimez pas les réseaux sociaux, que aller faire du réseautage en présentiel, ça vous gonfle. Si ça se trouve, vous êtes inscrit à la même salle de sport que votre cible. On ne sait pas. Exactement. Donc, Ouais. ça vaut le coup, en fait, d'explorer le quotidien. Parce que la plupart des décisions qu'on prend, elles ne se limitent pas aux horaires qu'on s'est fixés ou que la société nous a fixés de temps de travail. On dit souvent, les meilleures idées, elles arrivent quand on fait une balade, quand on prend une douche ou quoi que ce soit. Mais les décisions, les investissements, ce genre de choses, ça vient aussi à ce moment-là. Donc, ne vous forcez pas à suivre des tendances ou à sauter sur le dernier réseau social à la mode si c'est pas quelque chose qui vous correspond. Parce que d'une, vous allez vous forcer et vous épuiser, et de deux, c'est pas parce qu'il est tendance qu'il va durer. Aussi. Donc Ouais, complètement. ça, c'était ta première clé, c'était se créer un peu sa liste noire Ouais, de choses à retravailler ou à optimiser, en tout cas, dans son quotidien, dans son business, pour commencer à faire de la place. exactement. C'est ça. Donc, vous commencez à optimiser petit à petit. Une deuxième clé, c'est de poser son cadre idéal. Une des différences fondamentales du slowpreneuriat vis-à-vis des autres modèles d'entreprise, c'est qu'on va construire ses objectifs business à partir de ses objectifs de vie. Donc, on commence par se demander, qu'est-ce que j'ai envie de vivre au quotidien? Alors, on peut se le demander genre pour dans 2, 3, 4, 5 ans si on a envie, mais surtout, là, demain. Dans un futur très proche, j'ai envie que mes journées, que mes semaines, elles ressemblent à quoi? Alors, évidemment, quand on projette un peu plus sur l'avenir, on va peut-être imaginer des choses avec un meilleur niveau de vie, d'accord? Mais en attendant, avec le niveau de vie qu'on a aujourd'hui, c'est quoi le cadre dans lequel on a envie de travailler et notamment combien de temps on veut avoir libre pour le reste, quel jour on veut travailler, sur quelle amplitude horaire, combien d'heures dans cette amplitude horaire, parce qu'on n'est pas obligé de remplir tout le truc, hein, on n'est pas payé à l'heure. Tu vois, ce genre de questionnement, ouais, qu'est-ce qu'on a envie de vivre au quotidien? Et à partir de là, on va se dire, bah, pour pouvoir vivre ce quotidien-là, du coup, quel est le business model qui est idéal dans quel que soit le métier, hein, mais ce serait quoi le business model idéal? Ce serait quoi les revenus que je vise aussi? Et ça permet de donner du sens aussi à ces revenus.
Du coup, pour avoir ces revenus, combien il faut que je fasse de chiffre d'affaires? Et puis, à partir de là, on peut se dire aussi, OK, il faudrait que je fasse tant de chiffre d'affaires pour couvrir mes revenus, mais moi, j'aimerais bien aussi développer un peu plus mon business et donc gagner plus de chiffre d'affaires pour réinvestir. On a le droit, mais on commence par se demander qu'est-ce que j'ai envie de vivre au quotidien? Comment j'ai envie de me sentir? Et ça, le but, c'est d'avoir un cadre suffisamment précis pour servir de filtre. Et pareil, ça peut être de se dire, dans mon business aujourd'hui, qu'est-ce qui ne correspond pas à ce cadre? Ça donne aussi des indicateurs sur ce qu'il va falloir faire évoluer. Et si on démarre ou si on redémarre un projet, plus on va le faire à partir de ce cadre-là et plus ce sera facile. Parce qu'on ne va pas acquérir des mauvaises habitudes, entre guillemets. Tant qu'il n'y a pas de clients sur ces offres-là, il n'y a pas de changement à leur annoncer ou des choses de ce style-là. Mais c'est vraiment ça, c'est construire son business autour de ses objectifs de vie alors qu'on est habitué à faire l'inverse. On a tendance à vivre en fonction de ce que nous laisse comme temps et comme argent et comme énergie nos business. C'est la fameuse pensée magique de quand je serai à la retraite, je pourrai faire tout ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant et je rajoute une petite précision. Faites cet exercice de temps en temps, régulièrement. Oui. C'est un peu comme travailler son organisation. Vous avez l'habitude sur Working Process. C'est pas parce que vous l'avez fait une fois que ça va durer toute votre vie. L'idée de faire cet exercice régulièrement, déjà, c'est pour voir si ce que vous avez mis en place est toujours aligné avec, avec vos envies, avec vos objectifs, avec vos valeurs. Mais c'est aussi un moyen de se rappeler que, en fait, aujourd'hui, dans un temps, comme tu disais, très court, vous pouvez changer, implémenter des petits ou gros changements dans votre quotidien pour prendre soin de vous, pour avoir un business qui vous permette d'avoir la vie, en fait, que vous voulez. Et je pense à quelque chose de tout bête, mais prendre des pauses repas le midi. Mmh. Souvent, moi, je connais des entrepreneurs, ils mangent en 10 minutes. Vous commencez par faire des pauses repas, par exemple, de 30 minutes ou de 45 ou d'une heure en fonction du challenge que vous voulez relever. Et regardez comment ça se passe, en fait, quand vous commencez à implémenter des choses. Est-ce que vous vous sentez plus détendu, plus reposé, plus serein? Ou au contraire, est-ce que, waouh, la marche était trop grande, il faut que je réduise un peu le temps de m'habituer? Donc ça, c'était la deuxième clé. C'était, au final, faire le point un petit peu sur ce qui nous va, ce qui nous va pas, et surtout vers quoi on veut aller et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller dans cette direction-là. Exactement. Et la troisième clé, ça serait quoi alors, Laure? Et juste avant de la donner, je voudrais insister sur ce que tu as dit. Oui, il faut le refaire de temps en temps aussi parce que ce qui se passe dans nos vies, ça change et donc on peut avoir des vies qui changent et donc si on adapte le business à son quotidien, plus général, des fois il peut y avoir besoin de faire des réajustements, parce qu'on peut avoir des enfants qui arrivent, par exemple, ou qui grandissent ou n'importe quel événement dans la vie, on a envie de déménager ou tout ça qui font que notre réalité change. Donc, quand notre réalité change, c'est des bons moments aussi pour refaire le point sur tout ça et voir comment notre business peut s'ajuster. Le troisième point, alors on entend souvent, et moi c'est quelque chose que je prône aussi, qu'un des meilleurs moyens de travailler mieux, c'est de capitaliser sur ses points forts au lieu de s'épuiser à essayer de s'améliorer sur ses défauts. Mais on n'a pas été éduqué à repérer nos talents. D'autant plus que, avec toutes ces histoires de zone de confort, zone d'apprentissage et cetera sur, oui, c'est normal que ce soit difficile au début, mais continue à pratiquer, ça va devenir plus facile et cetera. Bah, on arrive à un stade où c'est difficile de faire la différence des fois entre nos talents et nos compétences. Alors évidemment, nos talents, souvent, on va avoir développé des compétences dessus, mais là où je fais la différence, c'est qu'on peut avoir appris à faire des choses qu'on fait très bien, on peut même exceller dessus, mais ça nous demande toujours un effort et une sortie de zone de confort parce que ça ne correspond pas forcément à ce qui nous épanouit, à nos valeurs, à notre mode de fonctionnement, encore une fois. Donc, on sait le faire, mais on n'aime pas forcément ça, ou alors ça peut être très énergivore. Alors que les talents, ça va être des choses qui sont particulièrement fluides. Donc, une bonne question à se poser, et moi que j'aime bien, c'est quelles sont les choses que vous avez des scrupules à faire payer à vos clients? C'est-à-dire que, comme on a aussi cette idée qu'il faut mériter sa réussite, c'est ce qui fait que des fois,
on n'est pas très bon sur son pricing, par exemple, ou on n'ose pas, en fait, se faire rémunérer à sa juste valeur sur certaines choses, sur certaines offres ou sur certaines tâches, parce que c'est tellement facile pour nous que non seulement on a un peu des scrupules à se dire: «Mais en fait, ça m'a demandé zéro effort, je vais quand même pas le faire payer mes clients», et en plus, on a un espèce de biais qui fait c'est tellement simple pour nous qu'on a l'impression que c'est simple pour tout le monde, et donc les autres vont se rendre compte qu'on les arnaque un peu quelque part, tu vois? Alors Mmh. que pas du tout. Parce qu'on n'a pas les mêmes talents les uns et les autres, et les gens qui ont les mêmes talents que nous ne seront pas nos clients, en fait. Ils vont juste pas avoir besoin de nous là-dessus, donc ils vont pas nous le demander, donc et peut-être qu'ils font payer aussi de leur côté. Donc ça, c'est une bonne question à se poser. Qu'est-ce qui est tellement facile pour nous qu'au départ, on se dit: «Ah quand même, je vais vraiment facturer ça?» alors que moi, ça m'a l'air de rien. Ça peut être aussi de repérer quand vous allez faire, certaines choses dans vos projets avec les clients et qu'ils vous remercient. Vous sentez qu'il y a une grosse reconnaissance ou qu'ils accordent beaucoup de valeur à un truc. Vous vous dites: «Ah bon? Ah ouais?» mais enfin, parce que vraiment, limite, c'était hyper facile. Je te donne un exemple. Dans mon accompagnement, moi, je fais des lives de groupe mensuels, et à la fin de chaque live, je fais un résumé. C'est-à-dire que je prends mes notes pendant le live et puis à la fin, je fais un résumé. Bah, telle personne a amené telle problématique et puis voilà les recommandations que je lui ai données. S'il y a d'autres personnes qui ont donné je fais un récap, quoi. Mmh. C'est quelque chose qui me prend un petit peu de temps, mais j'aime bien, tu vois. Ça me permet aussi, moi, de poser sur papier tous les sujets. Ça met de l'eau à mon moulin. Mais c'est pas du tout difficile. Enfin, je réécris des notes que j'ai prises. Ça me demande zéro effort, mais cette petite action-là, à chaque fois, j'ai des retours sur la communauté de: «Oh là là, merci, qu'est-ce qu'ils sont bien ces résumés», et cetera. Et avant, je le mettais pas en avant. D'ailleurs, je crois que je le mets toujours pas encore assez en avant quand je parle de mon accompagnement, mais c'est typiquement ce genre de choses. Je suis là: «Ouais, c'est juste un récap les meufs». Mais mais pour moi, le fait que justement, tu vois, de sentir cette espèce de dissonance, genre: «Ah bon, vous trouvez ça vraiment cool? Ça vous apporte vraiment quelque chose?» C'est des bons indicateurs de talent. Ouais. C'est-à-dire que le Et combo, tu vois? Je m'étais pas rendu compte et c'est vraiment simple pour moi, c'est des bons indicateurs de talent. ouais, et ce qui est important aussi de vous dire à ce niveau-là, c'est qu'un talent, c'est pas forcément quelque chose de palpable. Toi, tu parlais de tes fiches résumées, donc moi, ce que je retiens, c'est Oui, que tu as un esprit synthétique, exactement. mais vos talents, ça peut être, par exemple, la douceur que Mmh mh. vous avez quand vous parlez ou que quand vous accompagnez quelqu'un. Ça peut être, par exemple, le fait que vous savez poser toujours la bonne question qui fait que la personne avance. Je pense notamment aux coachs qui nous écoutent. Mmh. Et cherchez du côté palpable, mais pensez aussi à tout ce qui est, j'allais dire du non-verbal, mais tout Non, c'est tout plus la tout ce qui compétence qu'il y a derrière finalement. bah, C'est plutôt le talent, la personnalité. Ah oui, Comment oui, co oui. comment est-ce que vous êtes? Et Ouais. si jamais vous démarrez dans l'entrepreneuriat et que vous n'avez pas encore eu de clients pour justement avoir ces feedbacks, demandez à vos proches. Demandez à vos proches justement qu'est-ce qu'ils apprécient le plus chez vous. Il y a des personnes, ils vont vous dire: «Bah, tu as un super sens de l'humour». D'accord, donc ça veut dire que si par exemple je fais un métier où j'ai de la gestion de crise, comme j'ai un super sens de l'humour, je peux faire passer les informations en douceur. Exactement. Mais ça, il y a aussi tous les gens qui se lancent, mais qui ont déjà été salariés, par exemple, Mmh. hem, l'expérience salariée, c'est-à-dire qu'on part pas de zéro dans ce cas-là. On part peut-être de zéro à son compte, mais toute l'expérience qu'on a acquise, en tant que salarié, on peut demander à ses anciens collègues, on peut vraiment capitaliser dessus, hem et l'expérience dans le monde du travail, finalement, on y trouve plein de talents. Donc si jamais demander à ses proches, oui, mais des fois, les proches ne nous voient pas forcément dans le cadre du travail, donc ils ont pas forcément conscience de ce qui fait nos talents dans le travail. Donc faut pas hésiter à demander à ses anciens, ouais, à ses anciens, collègues, ou même si on sort des études, bah, à ses anciens camarades de classe. On a peut-être travaillé sur des projets ensemble ou tout ça. Enfin, faut aller chercher ça. Et c'est ça, en fait, qu'il faut valoriser aussi financièrement. Absolument. Et ma dernière question pour toi alors, pour ouvrir un petit peu le débat. En introduction, on parlait de futur de travail. J'ai envie qu'on réfléchisse aussi à comment concrètement, en tant qu'entrepreneur, que chef d'entreprise, qui peut bosser avec des freelances ou avoir sa propre équipe en interne,
Comment est-ce qu'on peut justement inculquer ces principes de slowpreneuriat à sa boîte pour prendre soin des gens qui bossent avec nous? Déjà, je dirais en montrant l'exemple. Je crois qu'il est difficile d'accepter que ses salariés soient dans du slow working si soi-même on ne l'a pas expérimenté, si on n'a pas vu les effets, et cetera. Donc pour moi, ça passe d'abord par le chef d'entreprise et par l'équipe dirigeante, parce que c'est dans tout le management, en fait. Chaque enfin, c'est ça, tu vois, c'est un peu par strat. C'est-à-dire que bien sûr qu'au départ, c'est là où le chef d'entreprise, mais après, s'il y a du middle management, bah, c'est ces cadres managers qu'eux aussi puissent profiter de ça, l'expérimenter, et c'est ce qui fera aussi qu'ils accepteront ces demandes en fait de la part de leurs équipes. Ça me semble assez indispensable dans le futur du travail pour une raison très simple, c'est que la génération qui arrive sur le marché, elle nous a observés, elle a observé notre génération, elle a observé celle de nos parents et a dit non mais c'est bon les gars, non merci, nous on n'a pas envie de finir cramés comme vous. Et ils ont complètement raison. Alors il leur reste des choses pour moi à travailler, c'est-à-dire que quand on veut travailler moins et gagner plus, je suis complètement pour, mais il faut du coup amener une meilleure qualité de travail et c'est ça qu'ils ont à apprendre, c'est comment ils apportent plus de valeur ajoutée, mais je sais qu'ils en sont complètement capables. Euh, et cette génération-là, c'est celle qui va constituer la force de travail de demain. Donc, les entreprises ne vont pas avoir tellement le choix Mmh. parce que il y aura toujours évidemment quelques éléments qui vont se conformer, mais il y a aussi beaucoup de très bons éléments qui ne vont pas vouloir se conformer. Et les entreprises qui les rejettent parce qu'elles vont rester dans une vision du travail très productiviste, bah, en fait, elles vont regarder leurs concurrents les embaucher et puis se faire doubler. Ça, je suis très convaincue que ça. Il y a du changement qui est en train de se mettre en route et, euh, et les entreprises qui ne veulent pas s'adapter, malheureusement, c'est un peu du darwinisme, mais elles vont forcément se faire écraser parce que la génération qui arrive n'a pas du tout envie de ça. Clairement. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, que vous avez peut-être une équipe ou encore une fois, vous bossez avec des prestataires, ce qu'on vous invite, le challenge de cette semaine dans l'épisode invité, c'est expérimenter. Expérimenter le slowpreneuriat. Alors, on ne vous demande pas de tout changer du jour au lendemain, mais commencer par des petites étapes, des petits quick wins actionnables qui vous permettront de voir si ça vous correspond pas, déjà. Et puis, si ça vous correspond, de lancer la machine pour justement trouver de nouvelles façons plus humainement écologiques de travailler en prenant soin de toutes vos parties prenantes. Exactement. Et pour moi, ça part du haut. Ça part du haut, effectivement, mais ça ne veut pas dire qu'à titre individuel, s'il y a des salariés qui nous écoutent, ça ne veut pas dire que vous devez attendre que votre patron vous autorise en fait à travailler différemment. C'est peut-être aussi être force de proposition et montrer que vous pouvez bosser par exemple 3, 4, 5 heures ou plus de moins par semaine et maintenir une même qualité de travail, tout Oui, simplement. bah, en fait, les salariés, ce qu'ils peuvent faire, pour moi, à un moment donné, si leur direction n'est pas convaincue de ça, ils auront ils vont rencontrer des barrières à un moment donné, mais tout ce qui est gagné en confort de travail, déjà, regardez quelle est la liberté de travail que vous avez et tout ce que vous pouvez gagner dedans, faites-le. Parce que déjà, vous allez plus vous éclater et vous finirez moins fatigué. Euh, mais du coup, ça me permet d'expliquer aussi pourquoi je dis il faut que ça parte du haut. Exemple très concret. Aujourd'hui, dans l'entreprise traditionnelle ou dans les startups, quand un salarié a fini son travail plus tôt, il y a deux réactions en général qu'il rencontre. Soit son management doute en disant tu as dû bâcler le travail, je ne suis pas sûre de la qualité. Et s'il se rend compte que la qualité est là, deuxième réaction, ah bah du coup, tu es capable de plus et je t'en redonne plus. Et c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que comme on a encore une logique de il faut remplir ses heures de travail dans beaucoup d'entreprises, quelqu'un finalement qui work smart, tu vois, bah, au lieu d'être vu comme mais c'est génial, cette personne-là, finalement, elle fait ce que je lui ai demandé. Elle le fait plus rapidement, tant mieux pour elle. Ça veut dire qu'elle va pouvoir prendre du temps pour se reposer et donc faire toujours du travail de meilleure qualité. On cherche à lui remplir son agenda. Et donc, finalement, les salariés qui travaillent plus efficacement se retrouvent avec une plus grosse charge de travail et ils sont un peu punis, tu vois. Donc, c'est pour ça que oui, il faut être force de proposition, mais c'est
un exemple très concret de blocage pour moi qu'il y a, et c'est pour ça qu'il faut que le management soit ouvert à ça. Ça commence à arriver avec tout ce qui est autour de la semaine de 4 jours. Euh, et j'espère que ça va vraiment continuer là-dessus. Mais ouais, faut en parler avec vos managers. Enfin, vous pouvez leur transmettre des liens de nos contenus avec Marine, par exemple, pour commencer à les faire évoluer. Mais voilà, prenez tout ce qu'il y a à apprendre. Mais je comprends aussi ceux qui n'osent pas parce Mm. qu'ils se disent dans certaines boîtes, et moi je l'ai vécu, ben ouais, mais en fait, le problème, c'est que si je montre que je travaille trop efficacement, on va me surcharger, et c'est ce qui se passe dans beaucoup de cas. Ouais. Soit être surchargé, soit dire d'accord, tu bosses moins, mais tu es moins payé, alors que tu es plus compétent. Et du coup, je comprends aussi effectivement ces personnes qui sont dans cette situation, qui se disent, bah, en fait, peut-être que je suis obligée de me ralentir Ouais, pour coller en fait au planning mais c'est que l'entreprise a décidé mais bien sûr. de façon assez arbitraire. Et bien sûr, tu as tous les gens qui font des bore-out, parce que c'est-à-dire Mm. qu'ils sont s'ennuient tellement, et il y en a beaucoup aussi, hein. Il y en a énormément. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est exactement le problème, ils ont une charge de travail par rapport à leur capacité qui est moindre vis-à-vis de leur temps réglementaire de travail. Et donc, ils essayent d'étaler ça justement parce qu'ils se disent, mais non, mais si jamais je finis vraiment plus tôt, on va me demander d'en faire plus, mais je ne serai pas payé plus. C'est-à-dire que je vais produire plus, je vais amener plus de valeur ajoutée à la boîte, mais par contre, mon salaire, il ne va pas bouger. Ou alors, on va douter de mes compétences, et on va me micromanager parce qu'on va se dire, mais attends, c'est pas normal. Mm. Comment ça se fait que tu as déjà fini? Où est-ce que tu as triché, en gros? Donc, ouais, ouais, c'est hyper intéressant comme sujet. Mais c'est d'ailleurs pour ça que moi, j'ai décidé de m'adresser uniquement aux indépendants et aux dirigeants, et pas aux salariés pour le moment, parce que l'un ne va pas sans l'autre, à mon sens. On est bien d'accord. Toujours est-il que j'espère qu'avec cet épisode, avec ce qu'on vous a partagé avec Laure, ça vous aura ouvert les chakras sur une autre façon de travailler, peut-être plus respectueuse de qui vous êtes, si ça vous a parlé, encore une fois. Est-ce que, Laure, tu voudrais mettre un mot de la fin sur cet épisode, quelque chose avec lequel les auditeurs, les auditrices pourraient repartir? Ouais, il n'y a pas de bon moment pour démarrer. Et c'est pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure. Si jamais c'est quelque chose qui vous appelle, et si vous vous dites, mais moi j'aimerais tellement pouvoir ralentir, et surtout si vous avez l'impression que ouais, mais c'est pas possible en ce moment. Ça, c'est juste des histoires qu'on se raconte par Mhm. rapport au modèle qu'on voit. Moi, j'ai commencé à me mettre au slowpreneuriat. Je venais de faire une année à 11 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on ne peut pas dire que j'étais dans un succès florissant. C'est complètement possible de prendre des décisions, et d'en faire une condition, parce qu'une fois qu'on en fait une condition, en fait, c'est là qu'on trouve les moyens d'y arriver. C'est pas en cherchant d'abord les moyens et en se disant mon objectif, c'est de gagner. Non, c'est plus se dire, bah, voilà, maintenant, je voudrais travailler comme ça. Maintenant que c'est clarifié, établi, je cherche comment faire. Donc, si ça vous appelle, attendez pas d'avoir atteint un certain palier. Il n'y a pas de moment idéal. C'est ça. Cet épisode était le signal pour vous lancer si jamais vous aviez un micro-doute ou même un gros doute. En tout cas, Laure, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. C'est un sujet passionnant dont on pourrait parler pendant des heures toutes les deux, tu le sais. Et encore une fois, si vous avez aimé le passage de Laure, faites du bruit sur les réseaux sociaux. Vous savez que quand il y a un invité qui vous plaît, je le fais revenir. Donc si vous voulez qu'on continue de parler de mode de travail hybride ou d'autres façons de travailler, surtout venez nous le dire à Laure et à moi sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver, Laure? Alors, on peut me retrouver sur 3 endroits principalement. Sur Instagram, où je vais m'adresser plus aux indépendants, et je vais parler de slowpreneuriat. C'est là aussi qu'on retrouve les contenus par rapport à ma formation pour devenir accompagnant en slowpreneuriat. Sur LinkedIn, j'ai plus parlé du slowpreneuriat en termes de modèle d'entreprise et de futur du travail. Donc, c'est d'autres contenus. Et puis, pour voir un peu les coulisses de mon business et comment moi, je vis le mien, avec beaucoup de transparence, mon cheminement entrepreneurial, c'est sur ma newsletter. Super. Comme d'habitude, tous les liens seront disponibles dans la description de cet épisode. Je vous rappelle le challenge avant que vous quittiez l'épisode, c'est expérimenter des petites actions, des petites habitudes qui vous permettent de prendre soin de vous en tant qu'entrepreneur.
Merci à tous et à toutes pour votre écoute. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. L'épisode t'a plu ? Tant mieux, je suis contente. Maintenant, en plus de relever le challenge que je t'ai posé cette semaine, tu as 3 options. Si tu veux aider à faire découvrir Work in Process autour de toi, tu peux le partager à ton réseau, mais tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et lui laisser un avis positif. Si tu as envie de discuter avec moi, on se retrouve sur Instagram, LinkedIn ou même dans la newsletter 1% qui te donne chaque semaine des actions concrètes pour bosser sur ton business. Et comme ça, tu pourras me partager directement tes ressentis sur le sujet du moment. Merci encore pour ton écoute. Je te dis à très vite dans un prochain épisode.